Bonjour, je vous emmène chaque semaine en escapade à travers les terroirs de France. Découvrir tous les secrets d'un produit qui fait la richesse de notre cuisine, de notre culture, en un mot, de notre patrimoine. Et le voyage commence ici. Bienvenue dans mon épicerie fine. Alors les herbes de Provence, c'est pas facile à comprendre parce qu'il y a des herbes de Provence qui peuvent venir d'ailleurs. Et là, on va tout vous expliquer, je vais tout vous expliquer sur ces belles herbes de Provence qui viennent de Provence, dans une région qui est bénie des dieux. Les cigales sont à côté, le soleil est là, juste la pluie qu'il faut pour nous donner des herbes d'un goût, d'une qualité exceptionnelle. À quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, la montagne Sainte-Victoire. Le mont Ventouri en occitan provençal. Cette grande dame de calcaire a inspiré les toiles du peintre Paul Cézanne. C'est un petit paradis pour les marcheurs et autres amoureux de la nature. Au pied de Sainte-Victoire, le village de Traits. Un village provençal authentique dans lequel est née la belle histoire des herbes de Provence. Arrosé par l'Arc, seul cours d'eau de la commune, les terres environnantes fleurent bon le thym, l'origan, la sarriette ou encore le romarin. Hier, on trouvait ces herbes sauvages en se promenant dans la garrigue. Aujourd'hui, on les découvre aussi en champs, plantés et bien ordonnés. En 3 décennies, ils se sont imposés dans le paysage agricole, entre les vignes et les champs de céréales. Pour répondre à la demande croissante du marché des plantes aromatiques, la production s'est organisée. Si la cueillette sauvage est toujours pratiquée, plusieurs agriculteurs se consacrent à cette culture, si emblématique de la Provence. Alors Nathalie, vous êtes la Madame Herbe de Provence. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre métier? Quel est votre quotidien? Pourquoi vous vous battez? Mon métier, d'abord, ça fait plus de 20 ans que je suis dans les herbes de Provence. Je suis un petit peu tombée dedans petite. Et donc, j'ai commencé en fait en marchant dans les champs, en marchant dans la garrigue. Et mon métier, c'est faire reconnaître, faire redonner un petit peu ces lettres de noblesse aux herbes de Provence, produites en Provence, voilà, issues du terroir provençal. Parce que par exemple, pour le consommateur lambda, quand on achète un bouquet garni ou du thym, est-ce qu'il vient forcément de Provence quand c'est écrit Provence? En principe, oui, sauf pour les herbes de Provence. Parce que les herbes de Provence, c'est devenu un terme générique, un peu comme Frigidaire, qui était une marque avant. D'accord. Maintenant, donc ça veut dire que si on achète du thym de Provence, ça vient forcément de Provence. Par contre, si on achète le mélange herbe de Provence, ça vient pas forcément de Provence. C'est ça la subtilité? C'est ça la subtilité. C'est vrai que c'est assez difficile à comprendre. Ouais, c'est assez difficile, mais d'un autre côté, donc c'est une AOC, c'est ça? Non, on a un label rouge pour l'herbe de Provence. Ouais, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'AOC ni d'IGP. Non, mais il y aura bientôt une IGP sur le thym de Provence. Donc IGP... IGP, indication géographique protégée. Donc ça veut dire que c'est un secteur bien délimité, hein, Alors c'est un secteur bien délimité, c'est-à-dire une aire géographique dans laquelle se produit la production et la transformation. Et puis surtout, c'est une protection du nom, c'est-à-dire que plus personne ne pourra utiliser thym de Provence, hormis ceux qui produisent dans la zone et qui respectent le cahier des charges. Les herbes de Provence, on va dire celles qui sont cultivées en Provence, pour faire plus simple. Les herbes de Provence, donc, la plupart sont toutes cultivées ou existe-t-il encore, comme du serpolet ou de la sarriette, je ne sais pas, ou du thym par exemple, encore des sauvages qu'on va ramasser ou c'est pas du tout dans le process de vos herbes? Je peux vous raconter l'histoire. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait encore beaucoup de plantes sauvages. Mais c'est vrai qu'il y avait des différences notables. C'est que d'abord, il y avait beaucoup de transhumance encore, donc des traversées de moutons en Provence, qui au printemps enterraient les petites graines de thym.
Donc ça permettait au thym de se renouveler, au thym ou à la sarriette, voilà. Et également, ils mangeaient autour des plants de thym, donc ça permettait aux plants de thym de... Donc il y avait beaucoup de récoltes encore sauvages. Alors il y en a toujours, mais on a dû mettre en culture. Ceci dit, on a mis en culture des graines de thym sauvage qu'on a récoltées dans la colline. Et c'est toujours ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plus assez de production. Oui, c'est ça. Donc on récolte en général au printemps et au début de l'automne, quand l'été n'a pas été trop chaud. C'est surtout que ça permet d'arroser un peu, bien qu'on n'arrose pas trop, pour garder vraiment les conditions telles qu'elles sont à l'état sauvage. Autrement, le thym perd son arôme si on arrose trop, voilà, par exemple. On garde en général le thym, par exemple, d'automne, c'est-à-dire de septembre. Il a subi tout l'été et il devient gris. En revanche, le thym de printemps, qui est récolté en mars en général, est lui davantage vert. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on mélange un peu des lots de printemps et des lots d'été, aussi parce qu'elles n'auront pas le même teneur en huile essentielle, ni la même composition en huile essentielle. Donc ça, c'est un peu mon travail, hein, c'est de déterminer comment on va faire le mélange vraiment optimal pour avoir la meilleure teneur en huile essentielle et le meilleur profil aromatique. L'huile essentielle, c'est ce qui va donner le goût, c'est ça? C'est ça, hein, c'est ça. C'est ce qui est présent dans le thym, le romarin, la sarriette, l'origan, et qui va vraiment donner soit un goût chaud, un goût piquant, un goût poivré, voilà, suivant les plantes, voire citronné, si c'est du thym citronnelle, par exemple, voilà. En fin de compte, on peut dire que chaque année, il va y avoir des goûts différents, quelque part des petites nuances différentes, ou je dis n'importe quoi. Est-ce que vous gardez un stock comme les cognacs, par exemple, pour après retrouver, ou parce qu'en fin de compte, il n'y a jamais le même ensoleillement, il n'y a jamais... C'est vrai que c'est ce qui fait que même si ça fait longtemps qu'on fait du thym, et ben chaque année, on a des petites surprises. On a des petites surprises parce qu'effectivement, en fonction de l'hiver qu'on aura eu, ou de l'été qu'on aura eu, ou des pluies qu'on aura eu au printemps, voire des orages qu'on aura eu à la fin du mois d'août, eh ben, on n'aura pas tout à fait la même chose. On aura des feuilles un peu plus grosses, on aura des variations dans l'huile essentielle. Alors évidemment, c'est subtil. Oui, c'est subtil, mais vous qui êtes... c'est votre métier qui aimait ça en plus, donc oui. Vous percevez chaque année, en fin de compte... Oui, des petites nuances. Et puis justement, ça va faire qu'on va faire un assemblage un petit peu différent entre ces teints de printemps, ces teints d'automne. Puis parfois, on n'aura presque pas de teint d'automne. Donc parfois, on a du thym qui va être plus vert, avec des teneurs en huile essentielle un petit peu plus, des huiles essentielles un peu plus corsées, parce qu'on n'aura pas eu l'été trop sec, vraiment trop sec. Le thym, il dessèche sur pied. On ne peut pas le récolter surtout. C'est-à-dire que lorsqu'on le récolte, les feuilles tombent. C'est en 1987 que l'aventure des herbes 100% Provence commence. Initiée par une cinquantaine d'agriculteurs de la région qui veulent à tout prix sauvegarder cette tradition de culture. Ils modernisent la chaîne de production et créent le comité des plantes à parfums aromatiques et médicinales. Un enfant du pays va prendre la direction des opérations, André Doudon. Nous sommes dans une parcelle de thym. Bien sûr, il y a 25 ans en arrière, ça n'aurait pas été le cas sur cette commune. Et ça, on a pu développer ces plantes parce qu'on a maîtrisé la culture au fil des ans, à partir bien sûr des graines trouvées en colline. Ces graines venues des collines ensemencent aujourd'hui 400 hectares de culture maîtrisée. Mais que se cache-t-il derrière le mélange d'herbes de Provence ? Aujourd'hui, les herbes de Provence sont principalement définies par la recette qui est dans le label rouge, donc majoritairement du thym, du romarin, de la sarriette et puis de l'origan. Et ce sont notamment pour la sarriette, le romarin et le thym, les herbes emblématiques que l'on trouvait dans nos collines et donc qui ont été mises en culture. Si nous sommes dans une culture de thym, et on voit bien qu'elle se plaît dans cette parcelle, on la sent bien verte, bien poussante. On sent aussi autour de nous les arômes, tout au moins les effluves avec le vin. On peut même les goûter. On sent bien le piquant de l'huile essentielle. C'est la qualité supérieure du produit que nous revendiquons sur le marché. Pour obtenir cet équilibre digne du label rouge, il faut non seulement planter, entretenir, récolter, mais aussi trier et calibrer. Toutes ces étapes se font entre la fin du printemps et le milieu de l'été.
Donc là, on a la chance à cette époque de l'année de pouvoir voir plusieurs aspects de notre métier. D'abord, la coupe des plantes, qui consiste donc pour l'origan et la sarriette à leur faire passer une journée à l'air et au soleil ambiant, de façon à faire partir naturellement la principale quantité d'eau qui se trouve dedans. Une fois coupées, les herbes de Provence sont laissées 2 jours sur le sol et au soleil avant d'être ramassées. Ensuite, ces plantes vont être amenées sur le séchoir pour que le séchage soit fini dans des conditions optimales avec un fort courant d'air ambiant, mais surtout à l'ombre du soleil pour plus que se dégrade, car quelques heures sont bénéfiques, mais au-delà de ça, ça altérerait la qualité. Puis au bout de quelques jours, une fois qu'elles vont être bien sèches, que les feuilles se sépareront rapidement et facilement des tiges, elles vont être passées dans une batteuse de façon à pouvoir bien sûr faire cette séparation, mais dans les conditions optimales. Origan, sarriette, thym et romarin sont ainsi triés et séchés, puis sélectionnés en fonction de leur taille et de leur teneur en huile essentielle. Quand nous avons élaboré la recette du label rouge, nous sommes partis sur la base que le cahier des charges, ce signe qualité, demande à ce que le produit final soit supérieur au standard du marché. Pour cela, nous avons regardé les principales plantes qui poussent naturellement en Provence. Donc nous avons 26% de romarin, 26% de sarriette, 26% d'origan et derrière 19% de thym. Les herbes de Provence, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, quelles sont les variétés principales? Alors, les plantes traditionnelles de Provence, c'est le thym, c'est quand même le roi de la garrigue. Hein. C'est celui qu'on trouve chez Pagnol, qu'on trouve même dans la littérature très ancienne. Hein. Pline l'Ancien, on en parlait déjà. Après, on a le romarin qui pousse aussi à l'état sauvage, la sarriette. Hein, le poivre d'ail, quoi. Et qui est un peu voisine, mais plus doux que le thym. Voilà, ça, c'est les 3 qu'on va trouver vraiment à l'état sauvage. Voilà. Et l'origan, qu'on trouve aussi, mais dans certaines zones un petit peu différentes. Un petit peu différentes. Alors, le laurier, par exemple? Alors, le laurier, on en trouve beaucoup, mais oui. C'est une herbe aromatique. Mais ça ne s'appelle pas une herbe de Provence, voilà. C'est en général ce qu'on met dans le mélange herbe de Provence. Voilà. Donc c'est thym, romarin, sarriette, origan. Voilà. Ce sont vraiment les 4 plantes les plus... voilà, celles qu'on va mettre en mélange, qu'on va mettre dans les ragoûts. Après, le laurier est énormément utilisé. Et lui, il est associé voilà, au thym pour faire les bouquets garnis. Voilà. Alors, d'un point de vue économique, donc quelque part, vous avez relancé une production, enfin, vous avez lancé une production et voilà, pour asseoir aussi la marque. Comment l'avenir pour vous, vous le voyez comment? Plutôt rose, plutôt agréable, plutôt difficile? Alors, il est les deux. Voilà, c'est mitigé parce que ce qui est formidable, c'est qu'on a réussi notre pari, c'est-à-dire qu'on fait un beau produit, que les gens commencent à le connaître, que grâce effectivement à des journalistes, à des émissions, maintenant les gens commencent à savoir que c'est pas tout à fait pareil les herbes produites en Provence de celles qu'on trouvait auparavant. Donc ça c'est très bien. En revanche, la difficulté parfois c'est la production, parce que c'est une plante ce sont des plantes de passionnés ces herbes aromatiques. À produire, à cultiver, ça n'est pas comme une céréale où on va avec une grosse machine dans des grands champs. C'est dans des zones de montagne, des petites parcelles. Alors c'est bien parce que ça maintient des agriculteurs en place, mais c'est difficile à produire. Donc ça demande, ça demande de l'enthousiasme, ça demande... Une vraie motivation. Mais alors Nathalie, comment est organisée cette filière ? Eh ben, cette filière, je crois que c'est un peu une filière modèle quand même, parce que c'est une petite filière, hein, les plantes aromatiques. Néanmoins, quand on a redémarré il y a 25 ans,
C'était uniquement des herboristes qui étaient situés à certains endroits stratégiques dans le Gard, dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône, qui en fait recevaient les plantes qui étaient récoltées à l'état sauvage. Et puis nous, en fait, on s'est organisé, on a créé cette interprofession. Et la particularité, c'est qu'il y a des petits producteurs qui se sont mis à cultiver, des producteurs un petit peu plus gros, des négociants et puis des metteurs en marché, les plus gros metteurs en marché, distributeurs français. Et tout ça fonctionne depuis maintenant près de 15 ans, où chacun essaye de travailler de manière éthique, comme une éthique un peu franco-française. Et je dois dire que c'est la meilleure chose en fait pour l'agriculture, c'est d'arriver à travailler main dans la main avec ceux qui vont commercialiser ou distribuer notre produit. Donc ça va du producteur au distributeur, et ça c'est important pour pouvoir vendre le produit, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement, d'avoir une filière, on dit intégrée, c'est-à-dire vraiment tout le monde travaille ensemble. Il y a 15 ans, les herbes de Provence semblaient condamnées à disparaître du paysage français. Les acteurs de la filière ont refusé cette fatalité. Ensemble, ils ont créé l'association interprofessionnelle des herbes de Provence pour défendre la qualité de leurs produits. Les herbes de Provence Label Rouge, ça représente une production en 2012 d'une vingtaine de tonnes, produite par en gros une cinquantaine de producteurs. On va compléter, on va dire, 20 tonnes de label rouge, 20 tonnes d'herbes de Provence non certifiées, et par ailleurs, par opposition à un marché global qui est de l'ordre de 500 tonnes. Avant d'être conditionné, le mélange herbe de Provence label rouge est débactérisé à la vapeur et contrôlé une dernière fois, tant sur la couleur que sur la teneur en huile essentielle. On sait assez bien qu'un mélange standard qu'on trouve communément dans les supermarchés va être aux alentours de 0,7% d'huile essentielle. Quand le label rouge, par le cahier des charges, garantit un minimum de 2% d'huile essentielle. Or, dans la réalité, on est très au-dessus de 2%, il arrive qu'on culmine à 3,5, etc. Nos produits ont 4 fois plus de goût. Le coût de production du label rouge en Provence est environ 4 fois supérieur à ce qu'on va pouvoir trouver dans le Maghreb ou dans les pays de l'Est. La bonne nouvelle, c'est que pour le consommateur, ça n'en fait pas pour autant un produit de luxe, puisque ça reste un produit très accessible, puisque le consommateur va payer peut-être sur un conditionnement classique d'une vingtaine de grammes ou d'une trentaine de grammes, il va peut-être payer 10 centimes, 15 centimes, 20 centimes plus cher que le produit standard. Le label rouge, c'est un signe de qualité assez franco-français. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le meilleur argument de vente, en particulier en Europe. Par ailleurs, les quantités produites chaque année ne sont pas suffisamment importantes pour que le marché français ne puisse les absorber. Donc pour le moment, on réserve de fait le produit label rouge au marché français. Si les herbes de Provence label rouge sont principalement destinées au marché français, 50% de la production de ce mélange est exportée en Europe, dans les pays du Nord notamment. Après la certification label rouge obtenue en 2003, les producteurs travaillent actuellement à l'obtention d'une indication géographique protégée pour le thym de Provence. Car c'est bien le soleil, le vent et la terre du sud de la France qui donnent à la plante tout son caractère. Mon souhait le plus vif, c'est que ces productions croissent et embellissent, parce que il faut souligner que sans ces paysans qui modèlent, qui façonnent le paysage provençal, la Provence ne ressemblerait pas à ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir cette région qui attire le monde entier. Pour promouvoir ces herbes provençales, les producteurs peuvent aussi compter sur différents acteurs locaux. À 3 km de Traits, le village de Rousset. C'est ici que Marc Favalessa, maître artisan pâtissier et boulanger, installe son fournil en 1990. La barquette fait le pain
Lardon, chèvre, romarin, on la vend toute l'année. Même l'hiver, on vend ça, quoi. Les gens, ils aiment, ils adorent. Hein. Vous savez, je dis, le goût, c'est le goût. Hein. Vous avez, ici, vous avez en Provence, vous avez tout pour travailler. Vous avez le rosé pour l'été, vous avez les arbres aromatiques, vous avez l'huile d'olive. Avec tout ça, ça fait vraiment un trio qui est fantastique, quoi. Au niveau du goût, donc du goût, c'est comme un fruit. Je veux dire, le fruit, si vous cueillez une fraise de Provence, une fraise de Carpentras, de Cavaillon, vous avez le goût qui vous vient tout de suite, voyez, je veux dire, à l'odeur. Et quand vous ouvrez un sachet de thym ou de romarin ou d'herbe de Provence, c'est tout de suite le goût qui vous envahit par les narines, quoi. L'odeur est multipliée par 4, quoi. C'est vraiment un effet sensationnel, quoi. Passionné, Marc Favalesa joue avec les saveurs de son terroir. Il utilise les herbes 100% Provence, notamment pour la création d'un pain estival, idéal à l'apéritif. Quand on fait un barbecue chez nous dans le midi, on fait une brochette ou quoi, on cuisine l'herbe provençale, c'est le goût du soleil qui ressort, c'est vrai. Les herbes de Provence, une histoire de terroir, d'hommes, de partage des savoirs. Un mélange à parsemer sur les petits et les grands plats, sans aucune modération. Alors Nathalie, je vous ai préparé une terrine de légumes avec un pistou au parmesan, une gelée de thym qui vient de chez vous. Ah oui, donc, c'est vrai. Voilà. Vous faites aussi de la gelée de thym, c'est un peu les produits détournés, hein, c'est important de faire le produit de base, on va dire le thym, et puis aussi ça, oui. Avec quels autres produits peut aller. C'est vrai que ça c'est récent, mais c'est vrai qu'on aime bien faire des petits produits avec nos plantes, quoi. Ah ouais, mais c'est intéressant, je trouve c'est très intéressant. Donc là, c'est une terrine de légumes de saison, voilà. Du midi. Du midi. Ah ben, on est resté très sud. On est resté très sud. Oui, tout à fait. Vous habitez tellement une belle région que avec des produits du soleil. Hein. C'est ça. Oui, je vois aubergines, courgettes, poivrons. Parfait. Éteint. Éteint. Voilà. Sauce, huile d'olive, basilic, c'est délicieux. Alors, il y a thym et thym. Oui, il y a thym et thym. Ce qui fait vraiment le goût d'une plante aromatique comme le thym, c'est son huile essentielle. Hein, on dit essentielle d'ailleurs parce que c'est vraiment ça qui donne la saveur et la particularité. Et le thym dans le sud, le thym de Provence, lui, a cette particularité qu'il est vraiment très aromatique, très puissant. Et c'est d'une part la teneur en huile essentielle. Alors, la teneur en huile essentielle, elle est produite par la plante pour se défendre contre les rayons du soleil, contre la chaleur, la sécheresse. Donc évidemment, dans le sud, il faut qu'elle se défende l'été. Elle produit beaucoup d'huile essentielle. Et c'est acarvacrol. Le carvacrol, c'est un composé de l'huile essentielle qui lui donne vraiment ce goût très, très fort. Voilà. D'accord. Alors, on trouve aussi en Provence, hein, mais quand on va en montagne plus haut, encore d'autres thym. C'est très subtil, en fait, quand on monte en altitude, ou on va dans des cuvettes un peu plus froides. On va avoir des thym plus doux, où là, on va avoir du linalol dedans, qui est ce qu'on trouve dans la lavande, d'ailleurs, hein, le linalol. On va avoir du géraniol, tout ça, qui donne alors des thym beaucoup plus doux, qu'on va peut-être utiliser en aromathérapie. Est-ce qu'on peut dire que plus on monte en montagne, plus les thym sont doux? Oui. Hein, c'est ça, hein, en général. Oui, c'est ça, exactement. Alors, vous, l'idéal sur un thym que vous exploitez, c'est quelle altitude, à peu près, dans quel secteur, en gros? Alors, il y a l'altitude et puis il y a aussi la latitude. La latitude, et voilà. Ouais, c'est ça. Donc, on va dire, en gros, 800 mètres 800 maximum. mètres, là, on est bien. Oui, c'est ça. Parce qu'en Drôme provençal, on a des thym merveilleux, mais pas trop en altitude, parce qu'il peut y avoir des moments froids l'hiver, et c'est vrai que le thym n'aime pas beaucoup trop, ça. Ouais. Et le thym de Provence n'aime ni les grands froids, ni trop d'eau. C'est-à-dire que 48 heures, s'il est dans l'eau pendant 48 heures, il meurt. Hein.
Voilà. Il est difficile. Hein. Il est difficile, mais bon, voilà, il est précieux. Alors, vous savez, le point commun presque entre tout ça, c'est les polyphénols. On n'en a pas parlé. Bon, on va en parler, allez. Mais c'est ce qu'on trouve dans le thym, le romarin, la sarriette. C'est ce qui fait que c'est si bon pour la santé, que les Provençaux Ils ont une santé resplendissante. Ils ont une bonne santé. Et ben, c'est aussi ce qu'on trouve dans les légumes que vous avez choisis là. Et le fait de les cuire peu comme ça, ça les garde. Ça les garde. Alors, on trouve ça dans la tomate aussi, voilà. Les légumes du Sud, donc là, on a une assiette où vraiment on repart en pleine forme. Il y avait le régime crétois, maintenant il y a le régime provençal. Voilà. Hein.